Une année magique pour tout changer. Le podcast de Nathalie et Néophime qui va vous donner envie de tout révolutionner dans votre vie et de réaliser enfin vos rêves. Notre mission ? Vous donner un maximum de pistes pour vous permettre d'oser vous lancer dans l'aventure et franchir les étapes une à une dans la joie et la bonne humeur. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Nathalie et Néophime. Alors ça y est, voilà, on y est, c'est le dernier épisode. Mais je ne suis pas seule pour clore ce chapitre de cette aventure avec vous. Et j'en suis très heureuse d'ailleurs. Mais avant de vous présenter mon invité, je tenais tout d'abord à vous remercier du fond du cœur d'avoir été présent dès le début et aussi fidèle pendant ces 2 années et demie. Bon nombre d'entre vous sont devenus des clients et puis des amis. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je remercie la vie et Néophime de m'avoir soufflé cette idée fin 2019 et de m'avoir guidée pour la concrétiser. Alors je précise quand même que tous les épisodes resteront en ligne sur vos plateformes habituelles, donc vous pourrez continuer à les écouter ceux que vous n'avez pas eu le temps d'écouter, les partager avec votre entourage. Et puis vous dire que notre nouveau podcast Les Chemins de l'amour vous attend, nombreux, très nombreux j'espère, et qu'il est également en ligne sur les mêmes plateformes qu'Une année magique pour tout changer et sur notre site neophime.com. Alors je précise que le nom peut vous laisser croire que ça va être différent d'Une année magique pour tout changer et que ça ne va parler que d'amour, mais ce n'est pas vraiment le cas. Et quand je vous parlerai d'amour, vous serez surpris de ce que je vais vous dire sur le sujet. Donc je vous invite vraiment à essayer, tester pour approuver et puis aller écouter les premiers épisodes. Donc maintenant, c'est parti pour notre dernier épisode. Sortez les mouchoirs et le champagne, parce que j'ai un invité de marque qui va vous émouvoir avec la suite de son histoire, comme il l'a fait lors de l'été 2020. Je parle, pour ceux qui le connaissent, de Grégoire. Et si vous ne connaissez pas Grégoire, mettez cet épisode en pause et allez vite écouter la première partie. Donc c'est le hors-série numéro 8 d'Une année magique pour tout changer, qui a été publié au mois d'août 2020. Et maintenant, vous allez avoir la suite de cette magnifique histoire. Bonjour Grégoire, quel bonheur de te retrouver. Enfin bon, quand je dis de te retrouver, c'est un petit peu faux parce qu'on s'est quand même énormément vu entre l'été 2020 et l'été 2022. Mais ça, on va peut-être aussi en parler ensemble. Donc je te laisse la parole et je te laisse peut-être nous résumer en quelques phrases ce qui s'est passé entre janvier 2018 et l'été 2020, donc où je t'ai interviewé pour la première fois, pour qu'on puisse reprendre l'histoire après, peut-être avec plus de clarté. Oui, bonjour. Le bonheur est plus de mon côté du fait d'être sélectionné. J'ai eu l'honneur de ta part d'être les candidats qui clôturent Une année magique pour tout changer et peut-être les candidats qui introduisent les chemins de l'amour. Car j'ai réussi à changer beaucoup de choses dans ma vie et tout ça, c'était aussi les fruits de l'amour. Parce que j'ai parcouru un chemin qui était rempli de roses. Sur ma route des souffrances, sur ma route de l'exil, j'ai eu l'opportunité d'avoir des amis, des copains, des camarades, des hommes et des femmes que leurs cœurs sont remplis d'amour. Et c'est cet amour qui m'a servi de balise. Cet amour m'a aidé. Cet amour, c'est comme un jardinier qui arrose ce fleur pour que ça puisse se pousser. Donc cet amour m'a aidé aussi à grandir, à être ce que je suis aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai dit que je suis heureux à terminer Une année magique pour tout changer et peut-être introduire une année sur les chemins de l'amour. Je suis Grégoire, je viens de la République démocratique du Congo, en Afrique centrale, particulièrement dans la ville de Kinshasa. Ceux qui ont eu l'opportunité de suivre mon podcast que nous avons enregistré ensemble, ils en savent un peu de moi, de mon histoire. J'étais un jeune, comme tous les jeunes. J'ai fait mes études en électromécanique. J'ai eu un bac+3 dans mon pays en électromécanique et puis j'ai travaillé normalement. Malgré les taux de chômage dans mon pays est très élevé, mais j'avais quand même la chance d'avoir un travail assis, puis de former ma famille. Mais j'étais plus
intéressé, j'avais une vie associative très active au niveau de l'église catholique de Kinshasa, au niveau du diocèse de Kinshasa et au niveau des ONG. J'étais vraiment très actif dans plusieurs associations de jeunes. Donc tout ce qui est la jeunesse, toute ma vie, j'ai passé toute ma vie dans la jeunesse, puis comme formateur et animateur de jeunes. Et là, du coup, comme j'avais dit dans notre podcast passé, j'ai eu des ennuis avec les gouvernements de mon pays parce que j'étais dans les collectifs qui essayaient de barrer la route à notre président pour qu'il ne puisse pas briguer une troisième mandat. Et cela m'a causé des ennuis. J'étais obligé de quitter mon pays, laissant ma femme et mes enfants. Ma maison a été incendiée, saccagée. Et puis ma femme a été poussée en exil, moi-même première. Et par l'aide des amis, j'ai quitté mon pays pour le pays voisin, l'Angola. Et à partir de là-bas, je suis venu en France par l'Italie. Mais quand je suis venu en France, quand je suis arrivé en France, c'était le 25 mars 2018. Mon périple a duré 2 mois depuis que j'ai quitté mon pays. Depuis que j'avais quitté mon pays le 28 janvier 2018. Puis je suis arrivé en France le 25 mars 2018. Et pendant 2 mois, c'était 2 mois de galère, 2 mois de souffrance atroce, où j'ai pensé à ma femme qui était restée enceinte de 3 mois, où j'ai pensé à ma famille, à ma mère et à mon père qui était malade. J'ai pensé aux soucis que j'avais causés à ma famille du fait d'aller s'engager dans des mouvements civiques pour des actions de la liberté au profit de la jeunesse, au profit de notre population, lutter un peu, dénoncer, être un peu, ce qu'on peut dire aujourd'hui, la voix des sans-voix, faire enseigner ce qu'est la loi, qu'est-ce qu'est la loi électorale et comment est-ce que les politiques essayent, à partir des textes, à partir des vocabulaires, à partir des mots, contourner un peu la loi pour qu'ils puissent se maintenir dans le pouvoir. Donc, c'était ça ma mission, mais ça m'a causé des ennuis et j'ai causé aussi des ennuis à ma famille parce qu'ils ont souffert de mon absence. Et je suis arrivé en France. Arriver en France, c'était pas aussi facile parce que vous savez, je connaissais personne. Je connaissais personne, mais tout au long de cette podcast, je vais vous raconter une histoire, une belle histoire, pour dire que la foi, c'est tout. Hein. Et je suis arrivé en France, je savais où aller, parce que je n'avais pas des attaches en France. À partir de l'Italie, j'étais venu en bus. Oui, je suis arrivé à Bercy, et je n'avais personne pour venir me chercher, car je n'avais pas des attaches. Mais Dieu est bon, j'ai trouvé un monsieur, un Africain, par hasard. Il parlait au téléphone dans notre langue maternelle. Du coup, je lui ai abordé. Le monsieur m'a accueilli chez lui pendant quelques jours, le temps que je puisse déposer ma demande d'asile. Mais ce n'était pas aussi facile, jusqu'à ce que, par l'intermédiaire de l'OFII, l'Office française de l'immigration et intégration, j'ai réussi à avoir un foyer, un logement, pour demandeurs d'asile dans un centre de demandeurs, dans un CADA, centre d'accueil des demandeurs d'asile. Mais c'était pas facile. C'était pas facile parce que j'avais des soucis de santé. J'ai souffert d'une pathologie qui était un peu compliquée. J'avais un problème de thrombopénie. J'avais beaucoup de risques de faire des hémorragies suite aux tortures, suite aux événements passés. Donc avec les problèmes de santé, c'était pas facile pour moi. En plus, comme j'étais entré en France par l'Italie, vous connaissez, il y a des accords, il y a des règlements, ce que nous appelons les règlements de Dublin, qui dit que les pays qui accueillent les pays qui accueillent les migrants, c'est lui les responsables c'est lui les responsables, c'est là que les demandeurs d'asile doivent déposer sa demande d'asile. Donc du coup, pour mon cas, c'était l'Italie. Donc la France devait me faire retourner en Italie afin que je puisse déposer ma demande d'asile à l'Italie. Mais c'était un peu compliqué par rapport à mon état de santé. Puis avec l'aide des associations qui accompagnent des migrants, ils ont fait des recours auprès de la préfecture.
Du coup, le préfet avait accepté que je puisse déposer ma demande d'asile en France. Chose faite, au bout de quelques mois, j'ai été reconnu réfugié. J'ai eu le statut de réfugié, donc, où je suis protégé administrativement et juridiquement par l'administration française. Donc, c'était ça mon parcours, c'était dur. Donc, si vous voulez savoir en plus sur mon parcours, vous pouvez retourner écouter les podcasts que j'avais enregistrés avec Nathalie, où je parle un peu plus sur mon récit, les événements, la chronologie, tout ce qui s'est passé. Mais pour aujourd'hui, pour clôturer cette série d'Une année magique, pour tout changer, je voulais parler de ce que je suis devenu aujourd'hui. Parce que les chemins étaient difficiles, les chemins étaient longs. C'est tous les jours que je pleurais. C'est tous les jours où j'ai passé des moments durs. J'ai galéré, j'ai fait partout. Je n'avais pas des endroits. J'étais tellement mal du fait de se détacher de ma famille ou de mes frères ou de mon pays. Oui, donc effectivement, quand on a enregistré l'épisode, ta femme avec tes 2 petites filles n'était toujours pas arrivée. Donc tu ne connaissais pas ta deuxième petite fille, tu n'avais échangé avec elle que via le visio, hein, tu ne l'avais jamais vue vraiment, jamais prise dans tes bras. Tu travaillais, hein, tu faisais un peu d'intérim à droite à gauche. Et puis il y avait cette histoire de Covid qui était déjà là, hein, c'est-à-dire que ça retardait les procédures les unes derrière les autres. Toi, de ton côté, tu essayais de stabiliser ta situation pour pouvoir accueillir ta famille parce que je ne sais pas si tu avais encore t'avais un appartement. Non, tu n'avais pas d'appartement ou tu venais d'avoir ton appartement. J'avais déjà un appartement. Après avoir été régularisé par la République française, après avoir eu mon statut de réfugié, je me suis lancé dans la formation. Donc du coup, je devais faire une formation à Rouen, à l'école des ingénieurs, mais qui n'a pas marché. Mais ça n'a pas marché par rapport à moi, mais c'était par rapport... ma situation était tellement précaire, donc je ne pouvais pas quitter Évreux tous les jours, aller à Mont-Saint-Aignan, à Rouen, ceux qui connaissent Rouen, ils savent. Donc je ne pouvais pas faire des allers-retours. C'était vraiment... Je n'avais pas de ressources suffisantes pour faire cette formation-là. Donc du coup, je me suis engagé à faire une autre formation où j'ai fait une BTS en maintenance industrielle. Du coup, j'ai eu mon diplôme. Après avoir reçu mon diplôme, je me suis lancé dans l'intérim. Et première mission d'intérim, je l'ai eu à Bonnières-sur-Seine. Donc j'habite à Évreux, je n'ai pas de voiture. Il a fallu aller au travail, on commençait à 7h du matin. À 7h du matin, il n'y avait même pas de transport en commun pour arriver jusqu'à Bonnières. Et c'était compliqué pour moi. Mais je devais être là à 7h du matin. Comme j'étais né à travailler, c'était dans une usine sidérurgique. Donc, comme j'étais né à travailler, j'ai travaillé dans cette usine-là pendant 7 mois. Et c'était dur. Mais comme je vous ai dit dans l'introduction, il y avait toujours des gens qui sont animés de bons esprits, des gens remplis d'amour, qui m'aidaient parfois pour que je puisse dormir mieux chez moi par rapport au travail que je faisais qui était dur. Donc, il y avait quand même des gens qui venaient me chercher au boulot pour me déposer chez moi. Puis, les matins, ils me prenaient. Donc, il y a eu quand même des gens qui m'ont aidé. Puis, après 7 mois, j'ai quitté cette entreprise-là pour venir travailler dans mon quartier, ici dans la ville d'Évreux, où j'ai trouvé un emploi. C'était par rapport à un CDI. Donc, c'était pour avoir un CDI. Donc, j'ai commencé. Ce sont eux qui m'ont appelé du fait que quand j'étais en formation, j'avais effectué mon stage dans cette entreprise-là. Et le stage s'était très bien passé. Donc, j'avais laissé une réputation de marque dans cette entreprise-là par rapport à mon travail, par rapport à l'esprit d'initiative, par rapport à mon comportement, par rapport à mon savoir, par rapport à mon expérience antérieure aussi, qui a beaucoup joué dans cette entreprise-là, qui est un leader mondial dans les domaines, dans la technologie des mouvements, où j'ai travaillé comme automaticien. Et ça s'est très bien passé, ça s'était bien passé mon stage. Puis après, ils m'ont rappelé, quand j'étais abonné à travailler, ils m'ont rappelé. Donc, j'étais entre les marteaux et l'enclume. J'avais déjà une mission de 18 mois que je devais arrêter pour aller faire une autre aventure
une autre aventure comme technicien. Mais c'est vrai qu'en fait, l'avantage là pour cette entreprise, c'est qu'elle était à côté de chez toi. Oui, Ça a joué aussi dans ton choix. oui, ça jouait aussi dans mon choix. Puis c'était une entreprise que j'aimais beaucoup parce que c'est les premières entreprises que j'ai découvertes en France, que j'ai travaillé en France comme stagiaire. Donc c'était tellement bien pour moi. Et puis c'était pour un CDI. Donc quand j'y suis arrivé, et les CDI traînaient. Les CDI traînaient pourquoi? Parce qu'il y avait des vétos. Il y avait des gens qui mettaient leurs vétos en disant qu'on ne peut pas les prendre. Au moment où, quand j'étais en stage, tout s'est passé très bien. J'ai réussi à finaliser plusieurs projets que d'autres apprentis ont laissés. J'ai réussi à les finaliser. J'ai fait marcher les machines. J'ai fait des exploits dans cette entreprise-là. Même la direction parlait, tout le monde parlait de moi. Que c'est un jeune migrant, c'est un jeune qui ne parle pas bien français avec son accent, mais qui connaît son travail. Mais quand je suis revenu maintenant pour être embauché, et là, du coup, il y a eu des vétos. Il y a eu des gens qui ont dit non. Il y a eu des gens qui ont dit non. Oui, parce que là, pour le coup, ils ne te voyaient pas de la même façon, en fait. Tu étais devenu presque un danger, tu mettais en péril leur travail. Leur travail, en oui, fait. C'est en quelque sorte. En quelque sorte. Quand je dis tu mettais en péril leur travail, c'est qu'en fait, tu travaillais... Enfin, moi, je dis comme je l'ai ressenti à l'époque, c'est que tu travaillais mieux que certains qui avaient peur que, justement, on fasse la comparaison, quoi. Ah oui, c'était l'une des raisons. Donc, ils ont mis l'air de veto, ils n'ont pas voulu de moi. Et les CDI traînaient, jusqu'à un moment, j'étais désespéré. Il y a eu des sentiments de mépris. Des sentiments de mépris parce qu'il y avait toujours des propos racistes, il y avait toujours non, il ne sait pas bien, il ne parle pas bien français, il fait ça. Il y avait toujours, il cherchait toujours quelque chose pour me ridiculiser, pour me blesser, pour me démotiver, pour me déstabiliser complètement. Mais j'ai gardé, avec l'aide de certains coachs, je peux citer comme une demoiselle, Eva Philippe, qui me disait d'invoquer toujours la bulle de protection quand tu arrives dans l'entreprise, être enveloppé par la bulle de protection afin que tu puisses réussir. Donc, tous ces exercices-là, tous ces yogas, toutes ces pratiques, je les faisais afin de me retenir devant les provocations, devant tout, et j'ai continué à faire mon travail. Mais du coup, ça n'a pas marché. Donc là, j'ai pris l'initiative de changer les caps, de changer un peu les caps et d'augmenter un peu la vitesse, comme je dis toujours. Parfois, dans la vie, on préfère rester dans notre zone de confort. Mais parfois, il faut aussi tenter d'aller là où il y a plus de turbulence, là où l'eau coule avec... c'est là où les pêcheurs en savent, hein, c'est là où on peut trouver des gros poissons. Oui, c'est bien que tu évoques ça, Grégoire, parce que effectivement, à partir du moment où on a mis en application tout ce que l'on sait pour se protéger, pour arriver à garder le cap dans une situation où on cherche justement à nous déstabiliser, à nous faire tomber, c'est bien de le faire. Mais effectivement, il y a un moment où on sent que, en fait, on a tout essayé, mais que ça continue. Et là, tu as eu tout à fait raison de te dire, c'est pas le bon endroit en fait. Il faut que je parte, il faut que je trouve autre chose. Et ça, j'insiste bien là-dessus parce que dans la vie, c'est important de persévérer, mais il faut pas non plus être trop obstiné aussi. Il faut faire la différence entre la persévérance et l'obstination. Et là, c'est ce que tu as fait justement. Donc, que s'est-il passé après ? Alors, j'ai choisi de changer un peu de chercher ailleurs. Malgré tout, l'entreprise promettait, c'était dans mon quartier, j'allais au boulot à pied, j'allais au travail à pied, je n'avais pas besoin de transport, donc les horaires c'était flexible, les boulots, les travails c'était les travails que j'aime, que je sais faire. Donc les gens, certaines personnes étaient gentilles envers moi, mais d'autres étaient méchants contre moi. Ils m'ont créé des conditions pour que je sois vraiment déstabilisé, que je n'arrive pas à exercer bien ma profession. Mais c'était difficile. Donc là, du coup, j'ai commencé à postuler dans d'autres offres, à chercher à aller dans d'autres entreprises. Et du coup, un jour, j'étais dans mon bureau. Je travaillais sur un projet dans la salle d'industrialisation. Puis, j'ai reçu un appel. Il y a une dame qui m'appelle pour me dire que ma candidature a été
Ils ont vu mon CV, ils sont intéressés à mon CV, si je suis disponible à passer quelques examens. Et j'ai répondu oui, je suis dispo, mais c'est quelle entreprise? Du coup, la dame annonce que c'est l'SNCF, la Société nationale des chemins de fer française. Moi, je dis, ah, SNCF, waouh, c'est super là. Là, je suis prêt à passer les examens. Donc, du coup, vous connaissez ceux qui en savent un peu de l'SNCF. Pour entrer à l'SNCF, c'est pas facile. Il y a toute une série des examens à passer qui sont vraiment complexes, durs, très compliqués, quoi. Donc, du coup, j'ai commencé par l'étape zéro, l'entretien, ça s'est bien passé. Puis j'ai passé, comme dans mon domaine, il a fallu passer quelques tests de l'électricité, de la mécanique. Et c'était super, à tel point que les examinateurs, ils étaient flattés de voir quelqu'un qui a un niveau très excellent en électricité, très excellent en mécanique. Donc j'ai frôlé de faire le maximum parce que j'ai eu 9 sur 10. Donc c'était quelque chose d'extraordinaire pour eux. Et puis j'ai continué avec j'ai continué la procédure des recrutements en passant par beaucoup de tests que la SNCF organise pour ces nouveaux embauchés. Et grâce à Dieu, j'ai tout réussi. J'ai tout réussi avec succès. Et parfois, quand je suis chez moi à la maison, je regarde toujours le mail que l'équipe de recrutement de l'SNCF m'a envoyé. Quand ils ont dit que nous avons réussi votre test, c'est super bien. Donc, les mots là, ça me fait de la joie quoi, parfois, quand on dit que c'était super bien. Alors, du coup, je me suis fait embaucher à la SNCF Voyageurs dans un technicentre à Paris, où aujourd'hui je travaille, ça fait 1 an que je travaille à la SNCF, où je m'occupe de tout ce qui est le freinage électrique des TGV et la traction. Donc la traction, c'est-à-dire tout ce qui est l'accélération. Donc j'ai fait rouler les trains, en quelque sorte. J'ai fait rouler les trains. Je m'occupe des organes très, très, très importants pour qu'un train puisse rouler. Et aujourd'hui, ça fait 1 an que je travaille là-bas et je suis content de mon travail. Malgré tout, le combat n'est pas encore fini parce que les chemins, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, il y a d'autres batailles. Malgré tout, avoir un CDI à la SNCF, c'est génial. Commencer directement avec un statut de maîtrise, c'est normal aussi, c'est très bien, c'est magnifique, c'est top. Ce qui n'est pas facile. Donc moi, je peux dire que c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi par rapport à mon histoire, par rapport à tout ce que j'ai vécu ici en France, par rapport à ma souffrance. Puis il a fallu beaucoup de résilience, il a fallu beaucoup de sursauts pour que je puisse arriver à ces points ici, être embauché à la SNCF puis travailler. Et aujourd'hui, j'ai réussi par la réunification familiale à faire venir ma femme et mes 2 enfants. Oui, Ici. alors voilà, j'allais dire, parlons un petit peu de ça aussi. Elles sont arrivées quand concrètement? Ah ouais, ils sont arrivés au mois de septembre. Ils sont Donc, ici depuis septembre 2021. oui, donc 1 an après notre premier podcast. Et c'est Oui, quand même oui, passé oui. encore Ouais. 1 an hein, Oui, pendant... ça s'est passé 1 an. Ouais. Donc j'étais seul, puis j'ai vécu ma vie seule. Et j'ai réussi à les faire venir ici en France. Et aujourd'hui, la famille est réunie, on est ensemble. Mais on est unis je peux dire, on est unis à 60%. Pourquoi? Les combats continuent, la lutte continue. Et je ne lâche pas. Du fait que je travaille à l'Île-de-France, dans une région où c'est compliqué, puis je travaille avec des horaires décalés. Vous connaissez les horaires des cheminots, c'est compliqué. Donc, du coup, ma famille reste en Normandie. Et puis, moi, je travaille à l'Île-de-France, à Paris, juste à Paris. Donc, j'ai notre logement à Paris, où j'ai loué un autre logement, un autre appartement à Paris, mais qui est petit. Donc, ça ne peut pas loger tout le monde, quoi. C'est pour cela que je voulais parler, quand je parlais de Bercy, c'est un peu bizarre, parce que c'est fou, hein. C'est fou. Je suis arrivé en France, je suis descendu à Bercy. Ouais. C'est à Bercy que j'ai tourné en rond, je ne savais quoi faire. C'est à Bercy que j'ai passé la nuit dehors, parce que je n'avais pas de place à aller. Mais c'est même avenue Boulevard Bercy
que j'ai un appartement, que j'ai loué un appartement aujourd'hui. C'est quelque chose d'imaginable. Parce que parfois moi-même, quand je sors pour me balader un peu le soir, je regarde, mais je dis, il y a 4 ans passés, si cet endroit, avec ma valise, je faisais des allers-retours, je ne savais par où aller. Ouais. Mais c'est le même endroit où j'ai une adresse aujourd'hui en mon nom. Et un travail. Et un travail décent. C'est le même quartier, même endroit. Donc c'est ça, c'est la force de croire. C'est ça. Ouais, non, oui, c'est drôle parce que j'y avais jamais pensé à ça. Et c'est fou, quoi. C'est fou. La vie nous amène sur des chemins qu'on n'imagine même pas, en fait. Hein. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais bien que tu nous confies, Grégoire, et je pense que je ne suis pas la seule. C'est quand ta femme est arrivée et que tu as pu serrer ta petite fille dans tes bras. Alors, tes 2 petites filles, bien évidemment, mais il y en a une que tu n'avais jamais prise dans tes bras et qui avait presque 3 ans, c'est ça? Bon, je ne sais pas comment est-ce que je peux décrire cette scène. C'était tellement super beau et c'est un moment auquel je ne peux pas oublier. À Roissy, quand j'ai vu sur les vitrines ma femme arriver avec les enfants, j'ai regardé ma fille de 3 ans, que je ne connaissais même pas. Je l'ai laissée, ma femme était encore enceinte de 3 mois. Et je vois ma fille qui arrive et elle crie papa. C'était. Au lieu d'embrasser premièrement ma femme, je me suis précipité à aller embrasser la petite. J'ai embrassé ma fille, je l'ai serrée dans mes bras, je lui ai fait des bisous, des câlins, et j'ai commencé à pleurer. Et ma femme me regardait, elle rigolait, mais je pleurais, j'ai réalisé tous les événements, toute ma souffrance. Et c'était un sentiment de joie, mais qui s'était traduit par des larmes. Donc je pleurais, les gens qui étaient là, et la personne qui m'accompagnait me regardait comme ça, les larmes coulaient. J'ai pensé à ma fille, j'ai pensé à ma première fille, et puis j'ai embrassé ma femme, nous avons entré dans la voiture, direction la Normandie. Et aujourd'hui, la famille est réunie, on vit très bien avec ma femme et mes enfants, malgré que nous avons encore quelques combats administratifs, parce que l'administration française, c'est l'administration la plus compliquée au monde. Donc, Oui, c'est rien de le dire. Hein. L'administration française, c'est un vrai cauchemar. Parce qu'en fait, là, tu continues. Parce que actuellement, elle n'est pas prise en charge au niveau santé, c'est ça uniquement parce qu'il faut des actes de naissance. Mais un acte de naissance au Congo, c'est quelque chose de... Enfin, l'acte de naissance congolais ne correspond pas à l'acte de naissance français. Et du coup, ça te complique les choses. La France considère tous les documents africains, la plupart des documents africains, je peux dire 80% des documents produits en Afrique, en France, sont considérés comme des faux documents. Donc du coup, tous ces documents produits en Afrique, ça doit être légalisé par les ambassades des pays africains, ici en France, à Paris. Et c'est une casse-tête, parce qu'imagine l'ambassade, il est là, mais il y a des centaines de milliers de Congolais qui en veulent légaliser leurs documents. Puis il y a la lenteur, il y a la corruption qui passe dessus, il y a tout. Et pour légaliser un simple document, vous pouvez attendre 8 mois, 1 an pour légaliser un simple papier. Donc c'est ça le combat. Et la France aussi ne veut pas lâcher. Sans document légalisé, il n'y a pas de droit, pas l'ouverture des droits. Donc de ce côté-là, bon, on n'en veut pas à la France. C'est comme ça que les choses devaient se passer. Et c'est normal. C'est normal. Je suis tellement fier de la France parce que si aujourd'hui je travaille, si aujourd'hui j'ai des connaissances, c'est grâce à la France aussi. Et aujourd'hui, la France, c'est mon pays d'adoption. Mais alors, du coup, c'est vrai que cette situation par rapport à ta femme, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a un événement aussi qui arrive là, un heureux événement. Ah oui, il y a... Tu ne me l'as pas encore dit, ça. Ah oui, nous attendons notre 3e enfant. Nous attendons un garçon qui arrive très bientôt là. Malheureusement, ma femme n'a pas de sécurité sociale. Ouais. Ce qui nous complique un peu,
Ce qui nous complique un peu par rapport à ces soins au niveau de l'hôpital, parce qu'il y a la question des prises en charge qui s'impose. Au moment où moi j'ai tous mes droits, j'ai des mutuelles de santé, donc je suis affilié à une des meilleures des mutuelles, Malakoff. Donc, du coup, la famille aussi est affiliée, mais mon assureur, la mutuelle ne peut pas prendre en charge des personnes qui ne sont pas, qui n'ont pas de sécurité sociale. Donc, faut qu'on commence par la sécurité sociale, par après, la mutuelle va prendre aussi les relais. Donc, c'est un peu compliqué, mais Et en fait, ça bloque au niveau de la sécurité sociale à cause de ces fameux actes de naissance. C'est tout, juste ça, quoi. Voilà. Avec l'acte de naissance, c'est tout, ça passe. Oui. Ça passe. Donc, un cachet lisible sur un document, un papier. Donc, si on a un auditeur à la CPAM ou à l'ambassade du Congo, si vous pouvez faire quelque chose, s'il vous plaît, parce qu'il y a un petit bout de chou qui arrive au mois de septembre. Et voilà, ce serait bien qu'il soit accueilli dans les meilleures conditions possibles. Donc, oui, c'est un peu ça. Donc, nous allons recevoir notre troisième enfant. Et c'est la joie pour moi. Parce que les chemins que j'ai passés, si je suis arrivé jusqu'ici, c'est parce que j'avais aussi la foi. Mais la foi, il est toujours accompagné. Parce que la foi, ça se cultive. La foi, ça se cultive. On ne peut pas avoir la foi seul. Quand tu vis seul, tu n'es pas accompagné, tu n'es pas entouré par de bonnes personnes, tu n'auras pas la foi. Même des écritures sacrées nous le démontrent. Il y a aujourd'hui, on parle d'Abraham dans le christianisme ou des religions monothéisme. Il parle beaucoup d'Abraham, on les considère aujourd'hui comme père des migrants parce qu'il avait quitté son pays pour se réfugier en Égypte. Mais Abraham était devenu riche en Égypte. Pourquoi? Il était bien entouré. Abraham avait des amis. Il était devenu même ami des pharaons. Aujourd'hui, si moi je suis ce que je suis, parce que j'ai eu la chance d'avoir des Simons de Cyrène, c'est des gens que moi j'appelle des Simons de Cyrène, des gens qui, sur mon chemin de croix, j'ai trouvé des personnes qui m'ont accompagné, des personnes qui m'ont emporté, des personnes auxquelles aujourd'hui je n'hésite même pas de les appeler maman ou papa, des personnes à qui je porte dans mon cœur. Ce sont ces personnes-là qui sont aussi, en quelque sorte, je peux dire, des auteurs de ma réussite. Leurs conseils, leurs sourires, leur gentillesse. Au moment où j'avais besoin de ma femme n'était pas là. J'avais besoin de mes enfants pour me consoler. J'avais besoin de mes parents pour me consoler. Ils n'étaient pas là. Mais toutes ces personnes-là étaient là pour m'accompagner. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses qui sont changées dans ma vie. J'ai apporté beaucoup de changements parce que j'étais bien accompagné. Mais moi, j'ai envie aussi de dire quelque chose quand même, c'est que il a fallu que tu fasses confiance aussi. On ne peut pas aider une personne, on ne peut pas accompagner une personne qui ne donne pas un minimum de sa confiance. Donc, il a fallu que tu fasses confiance quand même à ces personnes. Et après, ce que tu avais vécu, moi, je trouve ça assez extraordinaire. Et c'est quand même très lié pour moi à la résilience. Parce que à partir du moment où tu es arrivé en France, tu avais quand même, comme tu l'as dit, souffert pendant 2 mois, atrocement. Et cette première personne, déjà, à qui tu as demandé de l'aide, il fallait... t'étais d'une vulnérabilité incroyable à ce moment-là. Et tu n'avais pas peut-être d'autres solutions que de faire confiance, mais tu aurais pu ne pas rester dans ne pas nourrir cette confiance. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, tu as fait le choix quand même, parce que moi, je me souviens très bien quand on s'est connus, que tu étais quand même sur une forme de réserve. Tu observais beaucoup. On sentait que tu avais besoin quand même de ce temps d'observation pour voir si tu pouvais réellement faire confiance. Mais il y avait quand même cette confiance de prime abord comme ça, que tu as fait le choix de faire confiance aux gens qui étaient sur ta route. Et ça n'a pas dû être facile, je pense. Nous sommes les fruits de nos pensées. Si tu as des pensées positives, tu vas récolter tout ce qui est positif. Si tu es rempli de pensées négatives, il y aura aussi la négativité qui va venir vers toi.
Donc du coup, pendant toutes ces périodes, j'étais positif. Mes pensées étaient positives. Mes pensées étaient les pensées de la réussite. Je me disais toujours, pour ma femme, je dois réussir. Pour mes enfants, je dois réussir. Parce que je savais, si j'ai réussi, ma femme va venir ici en France. Mais si je ne réussis pas, notre mariage, on aura des soucis. Parce que les mariages ne se vivent pas à distance. Les mariages, bientôt on va parler de l'amour, les mariages ne se vivent pas à distance. Donc j'étais dans l'obligation de réussir. Et cet esprit-là, je m'alimentais des pensées que je dois réussir. Je dois faire tout pour réussir. Et c'était ça mon combat. C'est pour cela que j'ai été régularisé dès les premiers coups. Dès les premiers coups. À première instance, j'ai été régularisé à l'OFRA. Je n'ai même pas fait de recours. Je n'ai même pas réussi de rejet. J'avais tellement une foi grande. Je me réalisais déjà avoir des papiers. Je me réalisais déjà en train de faire des études. Parce que en moi, j'ai un tableau de bord. Depuis les premiers jours que je suis arrivé en France, en moi, je me suis fixé des objectifs. Un tableau de bord, étape par étape, mais tout avec patience. Je savais que ça va prendre du temps, mais j'ai les indicateurs. Ce que j'ai appris aujourd'hui dans mon entreprise, nous les appelons, j'ai des référentiels auxquels je dois aboutir étape par étape pour atteindre une amélioration continue ou une excellence opérationnelle. Pour que je sois excellent, il y a des étapes à franchir. Et moi, j'ai franchi toutes ces étapes-là avec confiance. Je savais que j'allais réussir. Et je faisais tous les efforts nécessaires pour réussir. C'est comme ça la vie. Oui, donc c'est vraiment l'amour, en fait, et la foi qui t'ont porté pendant toutes ces années. L'amour que tu avais pour ta famille, tes enfants, ta femme, ta famille aussi, même celle qui est restée encore au Congo, qui soit fière de toi. Et la foi. La foi, et comme c'est très beau ce que tu as dit tout à l'heure, on ne peut pas vivre à la foi sans les autres. Et c'est très juste. Donc c'est vraiment ça qui t'a porté pendant toutes ces années. Ah oui. Dans tout ça, comme je viens de dire, j'étais positif. Mon tableau de bord, mes référentiels, mes objectifs étaient bien fixés. Et j'ai travaillé sur ça. Mais j'avais la foi. On venait de dire. J'avais la foi. Et la foi, ça s'est nourri. J'ai nourrissé tellement ma foi. Malgré les obstacles. Malgré la maladie, la thrombopénie. Malgré la procédure de Dublin. Malgré la souffrance. Malgré que j'ai manqué même des endroits pour habiter. Malgré tout, j'ai raté ma formation d'ingénieur. Malgré toutes ces difficultés-là. Malgré les propos racistes. Malgré les indifférences des gens. Mais j'ai tenu. J'ai tenu tellement parce que j'avais en moi une force intérieure. Et cette force-là, c'est la foi. Je savais que j'arriverais. J'avais cette expérience. Comme dit les écrivains sacrés dans la Bible, Romains chapitre 5, qui dit « L'espérance ne trompe pas ». J'avais l'espérance en moi et j'ai travaillé avec ça. Mais j'ai essayé de concilier les deux. Parce que la foi sans œuvre, c'est une foi morte. La foi doit être accompagnée toujours avec des œuvres. Mais quand on parle des œuvres, c'est le travail. Il faut un travail sur soi. Tu dois travailler sur soi. Pour que je puisse être embauché à la SNCF, il a fallu travailler beaucoup sur moi. J'ai travaillé sur moi, c'est tous les jours, jusqu'à présent, je continue à travailler afin que les efforts que je suis en train de faire sur les travaux que je suis en train de faire, la lecture, je me forme, je fais tout. L'ensemble de toutes ces actions, accompagnées avec la foi qui est les dénominateurs communs, du coup, j'arrive à faire des miracles. Pour faire des miracles dans la vie, pour réaliser des merveilles, il y a une équation à résoudre. Et cette équation-là, c'est quoi? C'est avoir une foi, puis fournir des efforts extraordinaires. J'ai fourni des efforts extraordinaires. Au moment où je pouvais tout lâcher. Au moment où j'étais sur le point de tout lâcher. J'ai tenu bon. Au moment où je pleurais, j'ai tenu bon.
Et j'avais la foi que je réussirais. Et jusqu'à présent, cet esprit m'anime. C'est cet esprit-là qui me conduit jusqu'à présent. Même dans mon travail, j'ai été embauché à un niveau, ceux qui connaissent savent, j'ai été embauché à un niveau très bas. Au bout de 3 mois, ils ont vu en moi une performance impossible. Au bout de 3 mois, j'ai monté des qualifs. Ceux qui en savent un peu de l'SNCF savent de quoi je parle. Au bout d'un an, j'ai eu 4% d'augmentation de salaire. Parce que la performance était tellement grande. Mais le fruit de cette performance-là, ce sont des efforts extraordinaires. C'est le travail que j'ai fait en moi qui est associé à la foi. Oui, et si je tenais tant à ce que tu sois là aujourd'hui, c'est que tu es pour moi l'exemple vivant du changement, mais du changement sur le long terme. Déjà un changement que tu n'as pas choisi au départ. Ensuite, effectivement, tu as pris les choses en main, mais ça ne pouvait pas se faire en 3 mois. Hein. Et ça a mis en tout presque 4 années. Et pendant ces 4 années, il y a, comme tu l'as dit, il y a eu des larmes, il y a eu des moments de découragement, mais souvent je dis, je me décourage parfois, mais je ne désespère jamais. Et je pense que la foi, c'est ça. Oui, on peut avoir des moments de découragement, oui, on peut pleurer, j'en sais quelque chose. Tu es passé par cette phase de dépouillement dont j'ai parlé aussi dans un des épisodes d'une année magique pour tout changer. Tu as vécu ce dépouillement total, mais le dépouillement, parfois, ça peut aussi être une opportunité pour tout reconstruire. Maintenant, effectivement, tout reconstruire, ça veut dire que ça prend du temps, ça veut dire que parfois on a des obstacles sur le chemin et que ce qui est déterminant, c'est déjà l'état d'esprit dans lequel on est. Ensuite, du coup, on va attirer les bonnes personnes et puis c'est cette foi que l'on doit nourrir. Et alors, comment toi, tu la nourris alors, bien sûr, il y a la prière, mais comment tu nourris cette foi au quotidien, dans ta vie de tous les jours? Il y a l'apôtre Paul qui avait défini la foi comme l'espérance à des choses qu'on espère mais qu'on ne voit pas. Je ne vois pas encore la réussite, je ne vois pas encore la victoire, mais j'ai la foi que je vais la voir. C'est ça la foi. C'est en quelque sorte l'expression réelle de la loi de l'attraction. C'est ça la foi. Oui, c'est nourrir des pensées positives. Nourrir des pensées positives parce que nous sommes les fruits de la pensée. Comme on dit, l'esprit doit dominer la matière. Notre corps, c'est la matière. Si tu poses ta main sur un microscope de laboratoire, tu verras, il y a des atomes qui vivent. Parce que notre corps est composé des atomes. C'est la matière. Mais ce qui est plus fort, ce qui doit être plus fort en nous, c'est l'esprit. Et l'esprit est nourri par la foi. Si j'ai la foi, je vais garder aussi mon corps en bonne santé. Si j'ai la foi, je vais avoir de bonnes relations. Si j'ai la foi, je vais attirer de bonnes personnes vers moi. Si j'ai la foi, je vais attirer des occasions et des opportunités, des meilleures occasions et des opportunités. Parce qu'il y a des opportunités pour avoir l'argent. Il y a aussi des occasions pour avoir l'argent. Et tout ça, tu peux le faire venir vers toi par la foi. Par la foi. Et moi, j'ai nourri ma foi par la prière. C'est par la prière que j'ai nourri ma foi. Je me consacre beaucoup de temps à la prière. Je m'abandonne beaucoup plus à la prière, à la providence divine. Et cela engendre en moi une confiance aveugle. La confiance aveugle, c'est quoi? Une personne malvoyante ou une personne aveugle, quand il marche, il a plus confiance à son chien guide ou à son bâton. C'est ça la confiance aveugle. Donc moi aussi, parfois, ça arrive des moments où je me laisse aller. Je me laisse conduire par la foi. Même si les choses ne marchent pas, mais mes rêves ne sont pas brisés. Les rêves de la victoire, de la réussite ne sont pas brisés. Même si ça ne marche pas. En moi, j'ai dit, ça marche. Ça a marché. Ça veut dire aussi que tu acceptes que ce ne soit pas le chemin que toi tu avais prévu. Tu t'en remets à la providence. La première des choses dans le chemin de la foi ou de la guérison, c'est accepter sa condition. Si j'accepte ma condition, je vais travailler sur ma condition et j'aurai la guérison. C'est normal. Ce sont des étapes, c'est le processus
pour être guéri ou pour gagner la vie, pour réussir dans la vie. C'est l'acceptation. Donc, j'ai accepté ma condition premièrement. Et comme étant qu'exilé, étant que migrant, étant que sans papier ici en France, j'ai accepté ma condition, ma pauvre condition. C'est-à-dire, j'étais humilié. Pas de permis de conduire. Je marche à pied. J'ai fait des courses à pied. Tout, j'ai fait ça à pied. Parfois sans argent. Je vivais avec un RSA de 550 € par mois. 550 €. Au moment où j'ai payé un loyer qui était à 450 € avec l'appel. Donc j'ai payé 320 € que moi j'ai déboursé. J'ai resté avec combien? J'ai resté avec 220 € pour joindre les débuts du mois. 220 €. Cette condition-là ne m'a pas permis à aller faire des études d'ingénierie. Pourquoi? Parce que quitter ma ville tous les jours jusqu'à Rouen, à Mont-Saint-Étienne, c'était dur pour moi. Et je sais les études d'ingénierie comment ça marche. J'avais personne pour me financer, pour me donner de l'argent. Mais là, je n'ai pas pu lâcher. J'ai dit non, vaut mieux aller vers la petite porte, de faire une bêtise. Parfois dans la vie, il faut aller par la petite porte aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Mais tout en gardant l'espoir, tout en gardant la foi, que ça ira. Ça va marcher. Et quand ça marche, les gens vont te demander comment tu as fait. Et c'était la question dans l'entreprise où j'étais avant, où je n'étais pas le bienvenu. C'est la question que mon collègue, mon binôme m'avait posée. Comment tu as fait pour entrer à la SNCF? Comment tu as fait? Et moi, je dis toujours, moi, j'ai réussi à tout. Tout ce que je pense, j'ai réussi. Tout ce que je formule, j'ai réussi. Parce que je ne fais pas ça toute seule. Non, je fais ça avec un être supérieur. Je fais ça avec l'au-delà, avec l'univers. J'associe avec l'univers. Comme ça, si j'échoue, je vais lui accuser aussi. Toi aussi, tu étais associé dans les projets. Mais comment est-ce que je n'ai pas réussi? Oui, tu as raison. Parce que des fois, il exagère aussi, l'univers. Oui. Donc, du coup, je vais lui poser aussi des questions. Je t'avais associé. Je n'ai pas fait ça seul. J'ai fait ça avec toi. Mais pourquoi nous avons échoué? Donc, du coup, lui, comme il n'échoue jamais, il nous donne ce qui est bien. Parfois, il refuse aussi. Parce que c'est que s'il me donne ça, ça va m'amener à la perdition. Oui, alors souvent, quand il refuse, c'est qu'on n'est pas prêt. Pour plein de raisons, mais c'est qu'on n'est pas prêt. Oui, donc du coup, quand je suis prêt, il va me le donner. Voilà pourquoi je dis toujours, j'ai réussi à tout. Parce que j'ai la foi en moi. Je garde la foi. J'aime beaucoup prier. Et j'aime beaucoup prier en marchant. C'est pour ça que je marche beaucoup à pied. Parce que j'aime murmurer. Je ne parle pas, mais je murmure. Oui, cette foi, de toute façon, cette foi, elle peut être nourrie de plein de façons différentes. Oui. On n'est pas forcément obligé d'aller à l'église ou d'aller à la messe ou des choses comme ça. C'est aussi dans son quotidien. Moi, ça me paraît, même si on va à l'église ou qu'on pratique une religion, quelle qu'elle soit, il faut quand même l'incarner dans le quotidien, cette foi. Aller à l'église ou pas, c'est pas à l'église qu'on va nourrir notre foi. J'avais dit au début que la foi, on le vit à deux ou à plusieurs dans une communauté. La foi doit être encadrée, accompagnée pour grandir. C'est comme un enfant. La nourriture que moi je mange, c'est pas ce que mon fils qui va naître. Non, il va commencer petit à petit, c'est étape par étape. Les livres que moi je lis, c'est pas les livres que ma fille lit. C'est étape par étape. La foi, on commence à la foi seule. Puis on avance petit à petit. On va à l'église pour nourrir la foi. On va dans des librairies lire des livres de la foi pour nourrir la foi. On écoute des podcasts, des vidéos, des motivations pour nourrir la foi. On écoute des émissions, on regarde des films pour nourrir la foi. C'est comme des aliments. Et chacun a sa façon, a sa gastronomie préférée. Il y a ceux qui préfèrent des sushis, il y a ceux qui préfèrent des chinois, des marocains, il y a ceux qui préfèrent des kebabs. Chacun a ses préférences. Et tous ces restaurants-là, toutes ces gastronomies-là, c'est ça où les gens vont se nourrir. La foi aussi, c'est comme ça. Aller dans une librairie, tu peux nourrir la foi en lisant des livres de la foi, en écoutant des personnes de la foi, des philanthropes, en écoutant des coachs,
en étant accompagné, en étant suivi, tu vas grandir dans la foi. C'est ça la foi. Et moi, il y a un critère qui me paraît important aussi pour prendre soin de cette foi, c'est prendre soin de soi. Parce qu'en fait, cette foi, c'est quand même le lien avec le divin, et donc la divinité qui est en nous. Et quand on commence à se négliger, à se perdre, on s'éloigne en fait de cette foi. Donc pour moi, prendre soin de soi, c'est extrêmement important pour prendre soin de sa foi. Pour prendre soin de soi, c'est tellement capital. Il y a Saint Augustin qui disait un esprit sain dans un corps sain. Quand on prend soin de soi, il y a l'esprit qui vient habiter en nous. Et cet esprit-là, c'est la foi. Chacun a sa façon, a sa manière de vivre la foi. Et pour conclure, en résumé de tout ce que nous venons de dire, je peux dire que dans la vie, la vie a ses changements. Il y a des changements. Il y a des événements malheureux qui peuvent survenir dans notre vie. Mais il faut rester parfois constant. Rester tel que tu es. Ne change pas. Si tu es un homme de foi, continue à avoir la foi. Les choses vont changer. Moi, sincèrement, je savais que les choses allaient changer. Et j'ai travaillé afin que les choses changent, afin que les choses bougent. Et aujourd'hui, les choses sont en train de bouger. Je suis dans une phase de la vie où je ne me vois pas encore accompli, mais je suis à une étape de l'accomplissement, une phase de l'accomplissement. Et aujourd'hui, je peux dire que je vais me reposer. Depuis que je suis en France, ça fait 4 ans, je n'ai jamais payé de vacances. Mais cette année, je vais payer des vacances. Et je vais payer des vacances chic. Pourquoi? Parce que j'ai eu la solution, pas à tous les problèmes, parce que le combat continue encore. Mais je suis satisfait du fait d'être réuni, du fait que ma famille puisse être avec moi, du fait d'avoir un bon travail, du fait d'avoir des amis, du fait d'avoir de la stabilité sociale, au niveau social. C'est ça qui fait la vie d'un homme. C'est ça auquel je suis en train d'avancer. Donc, pour nos auditeurs qui sont en train de passer dans des moments de turbulence où il y a, je ne peux pas dire qu'il y a ceux qui ont quitté leur pays, non, mais chacun a une part de souffrance où il est en train de passer à ce moment-là. À ce moment présent, il faut toujours garder la foi et travailler sur soi afin de sortir de cette foi-là. Et de se rappeler toujours, pour s'accomplir, pour faire des miracles, cette équation-là se résout seulement avec des variables. La foi est un effort extraordinaire. Si tu arrives à fournir des efforts extraordinaires sur soi, travaille sur soi, et tu te nourris avec une foi extraordinaire aussi, tu vas arriver à faire des miracles, à avoir des résultats positifs par rapport à tout ce qui te dérange, par rapport à tout ce que tu n'arrives pas, par rapport au niveau où tu n'arrives pas à atteindre. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup Grégoire, c'est plein de beaux enseignements et puis je suis vraiment très 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 heureuse d'avoir clôturé ce chapitre du podcast. Ah, je crois que Grégoire a encore quelque chose à dire. Non, je voulais profiter et remercier tous les auditeurs qui ont fait les retours par rapport au premier podcast. Ah oui, c'est vrai, oui. Oui, c'était... Parfois, j'ai reçu des retours, j'ai reçu vos messages dans des moments où ma souffrance continuait à augmenter. Et vos messages me donnaient encore la joie. Je me rappelle des messages où il y avait une dame qui me disait de continuer à croire, de continuer. Tous ces messages-là, ça m'a fortifié, ça m'a aidé à travailler encore plus, à grandir encore dans la foi et arriver là où je suis arrivé aujourd'hui. Donc je vous dis aussi, tous les auditeurs, merci pour vos retours aussi. Et si vous voulez faire des retours sur cet épisode-là, pour ceux qui l'avaient déjà fait à l'épisode précédent, ou pour vous, si vous ne l'avez jamais fait, vous m'envoyez un petit message
nathalie.neofilm@gmail.com ou sur les réseaux sociaux et je me ferai un plaisir de transmettre ça à Grégoire et toute sa petite famille. Alors après ce petit intermède musical, en fait, je vais prendre le temps de clôturer ce chapitre sur ce podcast qui a duré 2 ans et demi. Déjà parce que en fait nous l'avions fait ensemble avec Grégoire, mais finalement on a discuté ensemble après et il y a eu un épisode qu'il n'a pas osé aborder, mais finalement il tenait à ce que je vous en parle. Il se trouve que Grégoire a perdu son papa il y a environ 2 mois, je crois 2 ou 3 mois. Son papa était malade déjà quand il est parti, ce qui l'a fait énormément culpabiliser. Et bien évidemment, il n'a pas pu retourner le voir. Et son papa est décédé donc il y a 3 mois. Donc ça a été très 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 douloureux pour Grégoire parce que voilà, non seulement il ne pouvait pas être à ses côtés pour ces derniers instants, mais en plus il ne pouvait pas être là pour soutenir sa maman, pour soutenir sa famille. Mais c'est aussi là sa foi qui l'a aidé, c'est-à-dire qu'en fait il a organisé une cérémonie ici en France. Il a vraiment célébré ce départ comme il l'aurait fait dans son pays avec les traditions congolaises, mais aussi en s'appuyant sur sa foi. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il tenait à vous préciser parce qu'effectivement dans tout ce qu'il a vécu, dans toutes ces épreuves, eh bien celle-là n'était quand même pas des moindres. Et comme nous l'avons aussi évoqué dans cet épisode, la vie, l'univers, Dieu sont incroyables parce que un homme part et un petit homme arrive. Et voilà, c'est le cycle de la vie. Grégoire a fait le choix d'accepter ça, de se reconstruire dans ce pays qu'il considère aujourd'hui comme son pays d'adoption, mais ça l'amène quand même à vivre des choses encore très difficiles. Alors pour conclure sur ce podcast, ça a été une merveilleuse aventure. Je tenais vraiment à vous remercier tous parce que vous avez été très fidèles, vous avez été très nombreux dès le début. Donc je dois aussi quand même remercier Deezer, même si Deezer m'a fait des misères par la suite, mais c'est quand même eux qui m'ont mis en avant sur leur page d'accueil dès les premiers épisodes. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Donc ça m'a permis d'arriver à vous comme ça d'une manière assez rapide. Mais voilà, ce qui pour moi a été vraiment incroyable, c'est votre fidélité. Et puis toutes ces personnes qui sont venues après à moi pour suivre mes accompagnements et qui sont devenues des amies et que j'ai même rencontrées physiquement alors qu'elles sont à l'autre bout de la France. C'est pour moi quelque chose de merveilleux et quand en novembre 2019 j'ai eu cette idée, enfin bon, comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, bien soufflée par Néofilm, bah oui, c'était un sacré défi parce que je n'y connaissais absolument rien. Je me suis retroussé les manches, j'y suis allée et comme l'a dit Victor, avec la foi et des efforts extraordinaires, eh bien il se produit des miracles et pour moi, ce podcast, c'était vraiment un miracle. Donc, eh bien, nous allons continuer à faire des miracles ensemble. Nous allons nous retrouver sur les chemins de l'amour. Nous y retrouverons aussi, et il me l'a promis, et ça j'en suis ravie, Grégoire et sa femme qui viendront nous parler de comment ils ont vécu cet amour à travers toutes ces épreuves. Et puis, voilà, à travers plein d'autres thèmes que nous allons approfondir ensemble. Je vous rappelle, chose très importante, de vous inscrire à la newsletter parce que cette newsletter viendra en complément de tous les épisodes que je vais vous proposer. Dans cette newsletter, je vous mettrai des photos, je vous mettrai des vidéos, des lectures, des petits audios bonus, enfin voilà, plein de choses qui viendront enrichir l'épisode de la semaine précédente. Eh bien, maintenant l'heure a sonné. Néofilm et moi-même, nous vous souhaitons une très belle journée. Nous vous envoyons beaucoup d'amour. Nous vous attendons de l'autre côté, du côté des chemins de l'amour. Et nous vous disons merci du fond du cœur et à très vite.